Merci Olivier Artigot. Michel Desaine, donc vous êtes porte-parole du mouvement politique pour l'émancipation populaire. Et donc Lynn Wallinock a défendu une idée assez fédéraliste d'Europe, beaucoup de... pense qu'il y a beaucoup trop de pouvoir aux États, pas assez pour une institution fédérale que serait le Parlement européen. Comment vous articulez la dimension nationale et la dimension européenne dans votre façon de voir au mouvement politique d'émancipation populaire? Merci de donner la parole au MPEP dans le débat. Merci à l'Humanité qui a ouvert le débat sur des questions délicates qui traversent la gauche de gauche, comme on dit, notamment sur la question de la nature de l'Union européenne et la question de l'euro, qui a ouvert ce débat cet été dans cette colonne et qui poursuit ici. Cet été, c'était Jacques Nikonov, porte-parole, qui écrivait dans l'UMA. Aujourd'hui, on m'a invité. Je remercie les camarades de l'Humanité et l'ensemble des militants qui sont et des participants à la fête qui sont dans cette salle. Alors moi, j'ai tenté d'être une bonne élève parce qu'on m'a dit ce débat, c'est quel projet pour la nation, quel projet pour l'Europe et quel projet commun. Alors j'ai travaillé avec mes camarades du MPEP sur cette question. C'est la raison pour laquelle j'interviens aujourd'hui avec un papier dans les mains et que je me fais un plaisir d'envoyer aux camarades intervenants du Parti communiste qui a dû quitter la salle pour aller à un autre débat, et évidemment il en est tout excusé. Alors 3 questions qui nous sont posées et qui nécessitent toutes des réponses de fond et auxquelles on pourrait ajouter avec qui et pourquoi faire. Ces 3 questions exigent de définir le cadre dans lequel elles se posent et qui impliquent des choix politiques, nation, Europe, projet commun. Ce sera le fil conducteur de mon intervention au nom du MPEP, dont je suis l'une des 3 porte-paroles, je le disais tout à l'heure, avec Jacques Nikonov et Gilles Annuel de Méniard. Quel projet pour la nation? Alors il faut déjà s'entendre sur les mots. Alors on va prendre quelques petites définitions extrêmement simples pour que tout le monde on ait des points de repère communs. La nation, quand on va dans la Rousse, on trouve quoi? Entité abstraite, collective et indivisible, distincte des individus qui la composent et titulaire de la souveraineté. État-nation, État dont les citoyens forment un peuple ou un ensemble de populations se reconnaissant comme ressortissants essentiellement d'un pouvoir souverain émanant d'eux et les exprimant. Souveraineté, pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements. L'article 3 de la Constitution de 1958 dispose en outre que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Allons plus loin. Il existe 2 conceptions opposées de la nation, celle ethnique de la nation inconsciente et celle politique de la nation consciente. La première, ethnique, enferme les individus et les groupes sociaux dans des déterminants issus du passé, ceux de la race, du sang, du sol. Elle fonde celle-ci le chauvinisme. Mais la nation consciente, citoyenne, républicaine, invite, elle, les citoyens à forger des projets d'avenir en commun. Les citoyens ont alors vocation à se tourner vers la commune humanité. Et c'est bien à cette définition à laquelle nous nous référons ici. Jean Jaurès, et c'est bien le lieu pour le citer, écrivait en 1911 « Arracher les patries aux maquignons de la patrie, au casque du militarisme et aux banques de la finance, permettre à toutes les nations le développement indéfini dans la démocratie et dans la paix, ce n'est pas seulement servir à l'international et le prolétariat universel, par qui l'humanité à peine ébauchée se réalisera, c'est servir la patrie elle-même. Internationale et patrie sont désormais liées.
c'est dans l'international que l'indépendance des nations a sa plus haute garantie, et c'est dans les nations indépendantes que l'international a ses organes les plus puissants et les plus nobles. Il disait aussi, on pourrait presque dire, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Nous nous inscrivons pleinement dans cette vision du monde, indépendance nationale et internationalisme. Et d'ailleurs, l'internationalisme, comme son nom l'indique, associe des nations souveraines, car un citoyen ne peut être libre dans un pays subordonné à d'autres. Or, force est de constater que nation et souveraineté sont depuis des décennies dans la ligne de mire des classes dirigeantes. Elles ont organisé la création d'institutions internationales, l'OMC, la Banque mondiale, le FMI, l'OTAN, l'Union européenne et la Banque centrale européenne, pour régenter le monde, imposer le libre-échange et faire plier les poches de résistance créées par des luttes sociales et politiques. Réduire l'État à peau de chagrin, standardiser, pulvériser les frontières pour faire circuler capitaux et marchandises, défaire les acquis sociaux. Le capitalisme a promu le concept de mondialisation, il a ringardisé la nation et la souveraineté nationale et populaire qui ne peut cependant s'exercer que dans le cadre de la nation, et par les luttes et par les urnes. Il a piétiné la démocratie, lui substituant le marché comme dogme, la concurrence comme valeur, l'accumulation de richesses au profit d'une poignée comme but. L'Union européenne ne fait pas exception. Elle est un rouage essentiel du projet capitaliste. Elle inféode les peuples avec la pleine complicité des gouvernements. Qu'on se souvienne du traité constitutionnel européen et du nom français. Qu'on se souvienne de la forfaiture commise par le Congrès qui a imposé les traités de Lisbonne au peuple. Qu'on se souvienne du TSCG l'année dernière. Mais, plus actuel encore, peut-être ne le savez-vous pas, la recommandation du Conseil de l'Union européenne en date du 29 mai 2013, c'est quand même assez cynique que ce soit en date du 29 mai, concernant le programme national de réforme de la France pour 2013, 10 pages, qui indiquent la marche à suivre au gouvernement Hollande pour réduire le déficit d'ici 2015, mener des réformes structurelles, notamment celle des retraites, réduire les dépenses publiques, maintenir le cap des crédits d'impôt pour les entreprises, réduire le coût du travail, renforcer la concurrence dans le secteur des services, mettre en œuvre vite l'ANI, l'accord national interprofessionnel, etc. Dans ce cadre imposé, qu'en est-il donc de notre souveraineté, de notre pouvoir à mettre en œuvre un programme favorable aux catégories populaires, à l'emploi, au pouvoir d'achat, à la réindustrialisation, à la santé, à la protection sociale, à l'arrêt du pillage des ressources et de la dégradation de la biodiversité? Quel projet donc, à la tête de l'humain, nous évitons tous de confondre l'Europe, un continent de 49 pays, et l'Union européenne, un système politique de 28 pays, ficelé par des traités dont les populations subissent les diktats et qui constituent de l'Union européenne, qui constitue l'un des piliers du néolibéralisme. Cette Union européenne, on ne va pas se tromper, elle a été rêvée, pensée, voulue par la finance et les multinationales. On ne peut pas se tromper. L'Union européenne, c'est un mariage forcé. Elle n'est pas une union libre, décidée par et pour les peuples. Elle leur impose ses volontés, sans consultation. Elle enferme chacun des pays dans une aliénation continue. Tous les domaines de notre vie sont sous la coupe des directives, des règlements. La politique économique, sociale, budgétaire, monétaire nous échappe. Nous sommes désormais pieds et poings liés par des milliers de textes qui s'appliquent et dont nous ignorons même l'existence. Et quand certains parviennent à alerter la directive Bolkestein, on s'en souvient, et que le peuple se rebelle, alors c'est la directive service qui prend le relais et qui s'applique
sans notre consentement, y compris dans les collectivités locales. Et en avant toute vers la privatisation du service public, la loi HPST, la RGPP et maintenant la MAP, chers camarades du Parti Socialiste. Il n'y a donc pas de projet que nous pourrions porter pour et dans l'Union européenne, tout simplement parce qu'elle est un instrument de combat contre les peuples, contre les syndicats, contre le salariat et contre le progrès social. Les négociations en cours, on en parlait dans le débat précédent, entre l'Union européenne et les États-Unis sur le projet d'accord transatlantique, s'ils aboutissent, nous livrerons entièrement aux États-Unis et à leur politique impérialiste. Nous ne devons pas nous leurrer une fois encore. L'Union européenne sera demain davantage, j'ai bientôt fini, le vassal consentant des États-Unis. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bien naïf, si nous croyons que nous pouvons changer la machine à broyer de l'intérieur, la transformer pour la mettre au service du progrès social. Elle a été conçue pour nous tenir en laisse. Un mariage forcé ne peut jamais se transformer en un mariage d'amour librement consenti. Croire qu'il serait possible de faire de l'Union européenne un outil de progrès, c'est un peu comme si nous pensions que nous pourrions changer le MEDEF de l'intérieur. Une idée vaine, stupide, évidemment, qui ne nous a jamais traversé l'esprit. D'autant que, ici, nous n'avons pas oublié ce que classe et rapport de classe signifient. Et le MEDEF a clairement annoncé la couleur. Il a besoin d'air, A-I-R-E, d'espace et de l'abolition de toutes les règles nationales de protection des personnes et des citoyens. Alors bien sûr l'Europe. On parle d'Europe, mais c'est autre chose l'Europe. La paix, c'est autre chose la paix que l'Union européenne et que la guerre économique. La solidarité et l'internationalisme, c'est autre chose aussi que l'Union européenne. Et c'est bien à cela que nous devons nous attacher à nouveau. Le projet commun que nous avons à décider se situe entre peuples libres et souverains en Europe, mais aussi au-delà. Les peuples aptes à décider de la société qu'ils veulent construire. Notre combat, ici, c'est celui de l'égalité, de la fraternité, de la coopération, pas de la domination ni de la concurrence. Notre but, c'est quand même de renverser le capitalisme, pas de l'attendrir gentiment. Ce serait une chimère, on le sait, on le dit tous les jours. Alors quels peuvent être nos moyens pour y parvenir? D'abord, nous libérer de l'Union européenne, de sa monnaie unique entièrement définie par et pour les monopoles et les classes dirigeantes. Sortir de l'OTAN qui nous a été imposée, de l'OMC, du Fonds monétaire international, démondialisons, approprions-nous des outils qui existent. La charte de la Havane, dont le principe est l'équilibre de la balance des paiements, une coopération d'égal à égal. Ayons pour objectif de remplacer l'OMC par l'OIT, l'Organisation internationale du commerce, fondée sur les principes de la charte de la Havane. Pour atteindre la perspective universaliste de cette charte, il est nécessaire, évidemment, de construire une majorité politique qui mette la charte de la Havane à l'intérieur de son programme. Proposer des accords bilatéraux reprenant les principes de l'équilibre de la charte de la Havane. Prendre des mesures protectionnistes, oui, protectionnistes, à l'égard des pays qui refuseraient la coopération parce qu'ils préfèrent la guerre commerciale. Telle est la ligne stratégique universaliste que propose le MPEC. Et à ceux qui doutent qu'un changement aussi radical soit possible, disons-leur qu'ils tournent leur regard vers l'Amérique du Sud, vers l'ALBA, fondée sur des accords de coopération entre des pays souverains qui partagent une volonté farouche de ne pas se soumettre ni au libre-échange, ni à l'impérialisme états-unien. Enfin, je voudrais citer, et c'est bien l'année de le faire, Salvador Allende. 2 ans après son élection, en 1972, il prononçait un discours à l'ONU. Nous sommes face à un véritable conflit entre les multinationales et les États. Ceux-ci ne sont plus maîtres de leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires à cause de multinationales qui ne dépensent d'aucun État.
Elles opèrent sans assumer leurs responsabilités et ne sont contrôlées par aucun parlement ni par aucune instance représentative de l'intérêt général. En un mot, c'est la structure politique du monde qui est ébranlée. Les grandes entreprises multinationales nuisent aux intérêts des pays en voie de développement, mais leurs activités asservissantes et incontrôlées nuisent aussi aux pays industrialisés où elles s'installent. Cette lucidité et l'audace des mesures qu'Allende mettait en œuvre avec et pour le peuple chilien, nous devons la garder en mémoire, mais une mémoire vivante. Ils sont des milliers à l'avoir payé de leur vie, des millions à avoir subi la dictature de Pinochet, parce qu'ils avaient raison et que les classes dirigeantes, celles des États-Unis en tête, avaient compris le danger que le Chili, libre, souverain et véritablement socialiste, représentait pour le projet libéral. Merci. Merci Michel Bessel.